Donc là, normalement, et oui, je vois tout le monde rentrer. Bonjour Bonjour à tout le monde. tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous parlons conception. Alors, c'est un sujet que j'ai découvert avec Luc, et un sujet qui est finalement passionnant et mystérieux. Et donc nous recevons Luc, qui est passionné par le sujet et qui a fait des choses très intéressantes. Le concernant, voilà. Donc Luc, c'est à toi. Merci Christophe. Vous allez voir, je ne vais pas parler de ce que j'ai fait. On aura peut-être un ou deux exemples sur ce que je peux éventuellement montrer. Mais on va surtout parler de ce que l'IA va pouvoir apporter pour la suite, apporter ou pas. Donc j'espère vous divertir pendant cette session-là. Le sujet qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que les anciens savent mieux faire que les plus jeunes et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un comme moi quand ça fait 15 ans qu'on a commencé à travailler et comment on fait pour transmettre et pour continuer à apprendre. Qu'est-ce que c'est que l'industrie au départ? Je vais poser une simple question là-dessus. Est-ce que vous accepteriez d'acheter une voiture qui ne freine que 8 fois sur 10? Est-ce que vous accepteriez d'avoir un téléphone dont la batterie se met à prendre feu de façon instantanée? En général, non. Donc c'est là où l'industrie intervient. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour les différents produits qui sont fabriqués, d'avoir de la conformité d'une part, mais sans jamais renoncer à de la compétitivité. Donc l'industrie, ça va être ce truc central là, dans lequel on vient prendre le besoin, le cahier des charges, on vient adresser un marché qui a un besoin, il faut qu'on l'adresse selon des normes spécifiques, et là se met en route une énorme machine qui va détailler tout ce qui est possible de faire, tout ce qui n'est pas encore possible, là où on attend une technologie, là où il faut la développer avec un laboratoire, etc. Mais dans le but de garantir que toute la chaîne de production, tous les sous-traitants vont permettre de fabriquer un produit qui soit bon 100% du temps. Donc le produit, il peut être unitaire, il peut être également en série. Alors une série, ça veut dire plein de choses, hein. Ça peut être 3 équipements pour certains industriels. Pour d'autres, c'est des millions chaque année. Et c'est là où la machine vient vraiment s'adapter. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un défaut là-dessus? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une pièce qui est défectueuse, si je dois rappeler un parc complet? On estime que rien qu'en France, donc là je ne prends pas toutes les externalités possibles, mais ça coûte entre 3 et 14 milliards d'euros par an. Donc on a des forts enjeux pour faire en sorte que tout marche bien, pas forcément du premier coup, mais au moins sur le long terme, au moment où le produit est mis entre les mains des différents clients. Donc là, vous imaginez, ça va de remplacer une pièce, détecter qu'elle est défectueuse avant de la monter, jusqu'à devoir rappeler un parc de voitures complet. Je prends l'exemple des voitures, mais vous verrez qu'on peut, vous savez sans doute, on peut parler de pas mal d'équipements différents également. Je vous donne un exemple que j'ai eu il y a une dizaine d'années. On part d'un produit extrêmement connu. On est dans le domaine du ferroviaire et on va parler d'un relais. Un relais ferroviaire, c'est ce qui permet aux aiguillages de fonctionner en gare. C'est ni plus ni moins que des lamelles qui viennent rentrer en contact les unes contre les autres au moment où on l'a souhaité, de façon à ce qu'on n'ait pas d'incident au niveau du train. C'est un brevet qui a été posé en 1870. Une compagnie française savait le fabriquer depuis les années 30. Et puis en 2016, on a un problème. On a un lot qui devrait peut-être être défectueux. On a dit que les lamelles devaient être découpées dans un sens et elles ont été découpées dans l'autre sens par rapport au feuillard et son sens de laminage. La question est-ce qu'on peut livrer ou pas? Parce que le problème, c'est que c'est pas juste que le plan, on n'aime pas bon par rapport au plan, c'est que si on livre pas maintenant, on va payer 200 000 euros de pénalité. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'on peut pas quand même faire passer le produit parce qu'on a monté deux, trois exemplaires, ça a l'air de bien se comporter, nous, on détecte pas de défaut. Eh ben, qui est au courant, en fait, de pourquoi est-ce qu'on a mis ça au plan? Parce que quand ça fait un peu plus d'un siècle que le produit existe, qui a marqué ça? À quel moment est-ce que l'information a été posée? Dans quel contexte est-ce qu'on l'a décidé? Quel était le risque? Personne ne sait. Est-ce qu'on accepte le risque? Est-ce qu'on paye une pénalité? Est-ce qu'on va découvrir le problème plus tard? On a choisi à ce moment-là, n'ayant pas la réponse ni le temps, pressurisé par le temps, plus exactement, on verra qu'aussi devoir sortir des choses rapidement, bah, ça va dans le sens de la compétitivité, mais pas toujours de la conformité. Le produit paraissait bon chez nous, on l'a livré chez le client, et puis quelques mois plus tard, le client nous dit ça va pas du tout, vous les récupérez tous. Autant vous dire que ça a coûté beaucoup plus cher que 200 000 euros, et au moins ça a été détecté avant qu'il y ait des accidents en gare.
Comment ça se fait qu'on n'avait pas l'information? Parce que je vous garantis qu'on a un bon paquet de logiciels qui tournent. Aujourd'hui, entre quand on anime les réunions, on a des ensembles de mails, on a nos logiciels de conception, de simulation, on fait des calculs dans tous les sens, on a des services complets qui vont vérifier de la qualité, qui savent pourquoi on achète de telle ou telle façon chez telle ou telle personne. On manquait normalement d'aucune information. Là, je vous ai mis la liste de tout ce qui pourrait exister comme logiciel. En orange en dessous, vous verrez qu'on va bientôt faire un x2 avec tous ceux qui disent on fait la même chose mais avec de l'IA à l'intérieur. Et vous verrez pourquoi moi j'ai envie de prendre une direction un peu différente. Tous ces logiciels, ils tracent le quoi. C'est-à-dire qu'on est capable de dire voilà ce qu'il faut faire pour que le produit soit conforme. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été choisi de telle ou telle façon? Aucune idée. Pourquoi le sens de laminage a été défini comme ça? Est-ce que c'est une modification? Est-ce que ça a été choisi dès le départ, etc. Et c'est quelque chose qui paraît presque anodin, mais dans notre exemple concret pour le relais, c'est que ce sens de laminage impactait la lamelle qui avait une rigidité un peu différente, qui impactait son effet ressort, qui en fait rentrait dans une équation différentielle du second degré, bref, mais qui tapait directement sur le fonctionnement complet du produit. Donc ça paraissait rien du tout comme petite anecdote, mais ça changeait quelques fractions, quelques millisecondes au moment où le contact se faisait réellement sur le relais, et c'était suffisamment critique. Mais qui était capable de dire que c'était critique? Plus personne. Et donc, aujourd'hui, on veut vendre de l'IA en disant c'est un produit miracle. Vous avez un problème, vous avez une IA, et elle va vous sortir une solution. Eh ben, je vais vous garantir que cette boîte noire, elle ne fonctionne pas aussi bien que ça du tout, pour plein de raisons. Donc déjà, numéro un, quand on dit de l'IA, aujourd'hui, on va principalement parler de LLM, donc un certain type de réseau de neurones qui, si on leur donne du texte en entrée, produisent du texte en sortie. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si vous devez à chaque fois réexpliquer, donner tout le texte, etc., ça devient un peu long, compliqué. Donc on va bien aimer, nous, côté industriel, on a déjà plein de documents, on va pouvoir lui rajouter les documents pour qu'on ait un meilleur texte en sortie. Mais pas que ça, c'est-à-dire que j'aimerais bien aussi pouvoir prendre en photo un défaut, une image, j'aimerais pouvoir enregistrer une réunion et puis que ça me fasse le compte-rendu, j'aimerais pouvoir avoir qu'il prenne en compte l'historique de ce que je lui ai déjà demandé pour que ça me sorte encore un meilleur texte à la fin. Puis en fait, c'est pas juste une IA, c'est pas juste un LLM. À l'intérieur de ça, on va vouloir faire de la reconnaissance d'image, on va vouloir faire du traitement de l'audio, on va vouloir avoir des modèles qui sont plus ou moins optimisés pour avoir des réponses rapides, des modèles qui nous permettent de retrouver des informations rapidement, etc. Et en fait, en chargeant de plus en plus ces choses-là, on augmente la puissance de calcul qui est nécessaire, l'énergie qui est nécessaire pour avoir ce résultat, et puis la bande passante parce qu'on envoie de plus en plus de données. On pourra, dans les questions-réponses, parler de ce que ça représente réellement en équivalent de livres de 300 pages écrits. Ça peut vous mettre le vertige. Euh, Par contre, quand vous êtes arrivé au bout de ça, le résultat n'est correct que 8 fois sur 10. Vous venez d'acheter une voiture qui ne freine que 8 fois sur 10. Et puis, vous avez seulement en réponse du texte, mais zéro compréhension du monde matériel. C'est-à-dire que vous pouvez dire ça aura un effet sur la lame du ressort. L'IA ne comprend pas ce que ça signifie. L'IA ne comprend pas les impacts. Donc, vous ne pourrez plus du tout garantir la conformité. Bon courage pour les industriels. Et puis, qui plus est, pendant ce laps de temps, parce que vous avez quand même payé un abonnement ou des coûts qui sont basés sur l'infrastructure, de l'énergie, etc., vous êtes devenu dépendant du fournisseur sur absolument tous les axes. Vous êtes dépendant du format que vous pouvez lui envoyer, des habitudes que vous avez prises pour se servir de ces modèles, de la complexité ou de de la précision de ces réponses. Vous êtes devenu entièrement dépendant. La question, forcément, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en tant qu'industriel? Donc là-dessus, 4 axes. Le premier, c'est posséder ces données. Jusque-là, c'est relativement évident. Deuxième chose, on verra, ça va être maîtriser le process. Ça, c'est ce qui va nous intéresser pour garantir la conformité. Et dans un monde idéal, ça serait posséder l'infrastructure. Vous êtes peut-être au courant côté politique que ça coûte cher et que c'est pas si évident. Et quatrième, on a Yann Lequin qui travaille là-dessus, mais c'est d'avoir des modèles qui comprennent le monde. Donc on n'y est pas tout de suite pour ces deux étapes suivantes, mais on peut déjà commencer à s'attaquer aux deux premiers. Là-dessus, on a quand même un gros avantage dans l'industrie, c'est qu'on aime beaucoup les process. Je vais vous changer les slides. Mais chaque opération qui est faite, vous avez des procédures qui sont écrites, vous avez des process qui sont à respecter. C'est ça qui garantit en fait notre conformité. Donc plutôt que de faire une confiance aveugle à une grosse boîte noire, on peut en fait prendre tous ces petits mots-clés qui étaient cachés à l'intérieur, prendre les modèles les plus adéquats et leur faire faire les étapes qui sont vraiment nécessaires pour garantir une forme de conformité. Pour faire ça, en fait, il faut maîtriser de l'architecture, de calcul, de données, de comment est-ce qu'on fait pour rechercher, pour retrouver, pour avoir le bon type de réponse. Ça nécessite aussi de savoir quel modèle appeler, à quel moment.
Ensuite, c'est pas tout hein, d'avoir du calcul, un ordinateur qui fait des choses. C'est comment ça se passe concrètement sur le terrain. De quoi vos opérateurs ont besoin, de quoi le bureau d'études a besoin, quels sont les problèmes qui bouffent 80% du temps du département qualité et quels sont les outils qu'on pourrait mettre en action. Parce que autant on veut nous vendre la grosse boîte noire de j'ai le meilleur modèle du monde et je suis valorisé des milliards côté bourse américaine, par exemple, factuellement. Est-ce que c'est vraiment de cette machine de guerre dont j'ai besoin ou est-ce que j'ai pas besoin de choses beaucoup plus petites, beaucoup plus précises? Pour quelle raison? Je parle de ça, c'est-à-dire qu'à la fin, la quatrième case ici, c'est comment est-ce que je fais pour auditer ce qui s'est passé à l'intérieur, comment est-ce que je peux garantir d'avoir un résultat répétable et comment je fais pour m'améliorer au fur et à mesure. Il faut être capable de documenter l'ensemble de ces étapes et de ces process. Et quand vous êtes capable de documenter, nous on a deux axes qui vont nous intéresser, c'est la troisième case, c'est l'axe du projet. Et puis c'est l'axe des verticales métiers. C'est-à-dire que vous pourriez dire dans notre exemple, mon projet pour ce relais-là en particulier, où est-ce que j'en suis, quelles ont été les différentes étapes, comment est-ce que je peux aller creuser le passé. Et puis par rapport à la verticale métier, eh ben, je vais avoir en fait très souvent, je vais devoir travailler avec des pièces qui sont découpées, des tôles. Je vais avoir des pièces qui sont traitées chimiquement. Eh ben, cette connaissance-là, je peux l'agréger à travers l'ensemble des projets. Et donc ça veut dire qu'on est en train de constituer des nouveaux corpus de mémoire qui appartiennent à l'entreprise, qui contiennent le savoir des experts et qui peuvent être valorisés pour de la propriété intellectuelle, pour de la formation, pour les nouvelles personnes qui vont arriver, mais qui peuvent vraiment changer le quotidien. La question, donc, c'est ce quotidien, comment on le change? Moi, j'ai deux axes. Le premier, c'est si j'ai un nouveau projet et que j'ai ces technos à disposition, je vais pouvoir commencer en fait à parler et à enregistrer ma voix plutôt que de taper au clavier et de faire des réunions ou seulement des visios. Mais comment est-ce que je peux enregistrer 100% des informations qui passent? Comment est-ce que je peux traiter plus rapidement des mails? Comment est-ce que je peux extraire des nouvelles informations et commencer en fait à jouer à la bataille navale, c'est-à-dire à prendre une information à différents endroits et comprendre où est-ce que j'ai des trous dans la raquette pour aller les tacler. Qui plus est, c'est assez sympa de pouvoir dire, on avait dit ça quand déjà? C'était il y a 3 mois, c'était il y a 6 mois, il se passe tellement de choses, on a du mal à s'en souvenir. Ça permet d'avoir une vraie traçabilité de tout ce qui s'est passé dans un projet. Parmi les problématiques à résoudre, c'est ah, on a livré ça au client, mais c'était dans le devis initial? Non. Est-ce qu'on l'a mis dans l'avenant? Non plus. Bon, bah, c'est livré. Comment je vais justifier ça au client maintenant, etc. Donc, ça peut être sur des moments qui peuvent encore se jouer ou se négocier, mais ça peut également être pour dire est-ce que mon produit il est vraiment conforme? Mon sous-traitant a fermé, je dépendais entièrement de lui pour la qualité. Est-ce que je suis toujours capable de le justifier? Est-ce que je vais toujours valider moi, ma certification ISO d'entreprise? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire reposer sur ces éléments-là. Mais plus intéressant encore, si vous faites ça suffisamment longtemps sur les nouveaux projets et que vous inventez des nouveaux modèles qui peuvent être propres à l'entreprise, on peut aller jusque ce qu'on appelle de la neurosymbolique. C'est-à-dire que vous avez la symbolique, c'est votre norme, c'est vos process à respecter industriels. Et la partie neuronale, ce sont ces nouveaux modèles qui vont apprendre de tout ce que vous captez, tout ce que vous cherchez à entraîner. Et réussir à faire le lien entre les deux, ça permet aussi de dire, je peux prendre ce plan qui est vieux de 20 ou 30 ans en arrière, par exemple, là où il y avait marqué, il faut respecter le sens de l'aminage, et on va pouvoir demander à l'IA pourquoi. L'IA ne saura jamais répondre pourquoi. Par contre, elle pourra identifier que dans la typologie des produits, par rapport aux personnes qui étaient là, dans leur façon habituelle de répondre, de faire, de toutes les informations qu'on a réussi à glaner, il y a sans doute 5 questions cruciales auxquelles il faut répondre, et que si on répond à ces 5 questions-là, et là il faut quelqu'un d'assez doué ou guidé grâce à tout le corpus qu'on a mis dans l'entreprise, eh ben, je peux aller retrouver le cheminement qu'il y a eu 20 ou 30 ans en arrière sans avoir besoin de rappeler la personne qui est désormais en retraite, si ce n'est pire que ça. Ça, c'est le sujet qui, moi, m'intéresse fondamentalement avec l'entreprise que je suis en train de créer. Et mon rêve là-dessus, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient de sortir d'école, qui vient d'entrer dans l'entreprise, puisse avoir accès à des données telles qu'il trouve une information en 2 minutes, les mêmes 2 minutes qui auraient pris à un retraité lui aurait donné de mémoire, mais qui pour le coup a été valorisé et peut permettre à des personnes de s'entraîner, de se former, etc. Pas pour de la productivité. Encore une fois, dans la partie mensonge, c'est de dire, et si on virait plein de gens parce que l'IA va être plus productive? Aujourd'hui, on a de la chance de travailler côté industrie sur des produits physiques complexes que l'IA ne maîtrise pas encore. Donc on a on a encore la chance de pouvoir chercher à accélérer là où on a besoin de le faire, mais de continuer à dépendre uniquement de l'humain et à sauvegarder les PME françaises qui sont toujours vivantes, qui ont un savoir-faire complètement dingue, et de chercher à les équiper avec les technos les plus modernes, quoi. Voilà pour la présentation de 15 minutes. Christophe, dis-moi si tu as des questions qui sont tombées. Bien, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas encore de questions, mais donc vous pouvez les poser dans le chat.
Moi, j'avais une question justement, imaginons que je sois un industriel, donc j'ai un produit, je ne sais plus trop comment je l'ai fabriqué. Est-ce que c'est compliqué est-ce que ça prend beaucoup de temps? Enfin, je sais pas comment je dois m'y mettre justement pour essayer de retrouver ces informations manquantes, quoi. Tu veux dire, on prend l'ancien produit et combien de temps ça peut me Voilà, prendre d'avoir? quasiment, je sais pas quoi, j'ai un ancien produit, j'ai un prototype, ou à la limite, comme je suis un génie, j'ai fait un prototype. Je me dis, ça y est, c'est génial. Et puis quand je veux le faire fabriquer, on me dit, bon, bah écoutez, comment on fait? Est-ce qu'il y a des... où sont les plans? Bon, je leur dis, bah écoutez, ça marche, hein, mon truc, donc vous devriez être capable de fabriquer. Euh, est-ce que mon cas là, est désespéré ou pas? Non, pas du tout. Alors après, c'est justement là où ça fait Ouais, partie des éléments qui sont intéressants. On a déjà ce schisme en fait entre mon proto marche et puis je suis capable de le fabriquer en série et ça marche à tous les ouais. coups. Et très souvent, on a envie de dire bon, ok, t'as fait ton petit jouet prototype, maintenant laisse faire les grands. On reprend tout à zéro. Sauf que pendant la phase de prototypage, on a eu énormément d'apprentissages qui sont souvent pas documentés, soit parce on était très pressé d'aller en phase de trouver le résultat, soit parce qu'en fait, ben, cette phase de R&D coûte cher. Et donc, on aime la compresser au maximum. Et donc, soit on avait ce genre d'outil et on est capable de documenter au fur et à mesure pourquoi on a choisi le choix A plutôt que B, C et D. Ça, ce serait intéressant. Soit on peut avoir justement quelqu'un qui vient challenger en disant bah, pourquoi vous avez choisi A? Bah, parce que j'avais que ça sur étagère. Est-ce qu'on peut pas aller vérifier avec B, C et D qui vont peut-être être activés? Et c'est là où c'est super intéressant aussi, c'est que c'est pas juste quelque chose qu'on fait une seule fois. C'est-à-dire que peut-être que A était le meilleur pour le prototype, peut-être que le B sera le meilleur pour la première industrialisation, peut-être que C sera mieux à partir du moment où on va fabriquer plus de telle cadence. Et puis peut-être qu'en fait D n'existe pas encore, mais dans 5 ans sera obligatoire parce qu'on a une norme qui va interdire C, parce que, etc. Donc on a vraiment des produits qui peuvent vivre pendant super longtemps. Maintenant, il faut forcément aujourd'hui avoir quelqu'un, et là je parle vraiment côté humain, un expert qui est capable de guider dans l'ensemble de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas inventer l'ensemble des possibilités. Aujourd'hui, l'IA va pouvoir générer des solutions parce qu'elles lui paraissent pertinentes, mais ils n'ont aucune forme ni de réalité physique, ni même, imagine, sur un produit dans toute sa complexité. euh, Imagine, tu as 100 items à faire, l'IA te génère 10 idées pour chacune d'entre elles, et ben en fait, il faut qu'elles soient toutes compatibles. Et il faut qu'elles soient toutes conformes et il faut qu'elles soient toutes performantes. Donc là, non, non, on est très loin d'avoir ces outils qui sont capables de le faire. Mais garantie aujourd'hui que ça demande des mois, et là on parle entre 6 et 18 mois pour aller industrialiser, on est très clairement capable d'accélérer ces phases-là avec les bons outils, quoi. Et alors imagine, ça ce serait mon rêve, c'est si l'entreprise à laquelle on s'adresse a déjà tout qui est documenté, mais on est vraiment en train de poser des rails pour quelque chose qui aujourd'hui paraît un vrai parcours du combattant, quoi. Ah, bah, bon, bonne nouvelle. Alors, il y a des questions entre-temps. As-tu un peu regardé les modules de CAO qui sont assistés par IA et pour quel usage précis? Il me semble qu'on en trouve déjà en calcul de structure. Voilà, première question. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Encore une fois, plusieurs écoles. Si je reprends le paradigme de la présentation, on essaie beaucoup de vendre du rêve. C'est-à-dire que je te prends deux choses. T'as la partie CAO qui va dire j'ai connecté Claude à SolidWorks et ça m'a fait ma pièce tout seul. Bon, bah déjà, tous aux abris, hein, parce que celui qui sait faire pas juste de la CAO et de la modélisation, mais une pièce qui se fabrique dans un coût donné, c'est pas Claude aujourd'hui, quoi. Donc, encore une fois, il manque vraiment énormément de représentation pour les modèles pour qu'on y arrive. Par contre, euh, c'est quand même super intéressant de dire ce qui était réservé à quelqu'un qui a besoin, parce qu'on parle de ça comme complexité de logiciel, qui a des semaines de formation pour commencer à maîtriser l'outil, il faut des années de pratique pour vraiment être efficace. On peut lui dire, tiens, tu peux avoir un outil qui se connecte. Donc, si on est capable d'utiliser les bonnes fonctions, les bonnes explications et d'intégrer la logique, ne serait-ce que pour piloter l'IA à la voix, on peut déjà gagner en productivité. Mais on n'est pas encore en train de faire tout seul. Cependant, si on a des bons modèles de type paramétrique qui sont dire, tiens, j'ai une ligne de production, elle est faite pour 5 modules, 8 modules, il faudrait la version à 12 modules pour ce client-là. Si le modèle paramétrique est très très bien fait, là, l'IA est super puissante parce qu'elle est capable de comprendre la logique
programmatique qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, ce sont juste des fichiers qui fonctionnent de la même façon que n'importe quel logiciel. Donc l'IA est capable de les comprendre et donc d'aller faire en quelques minutes ou heures un travail qui nous aurait pris, nous, quelques dizaines d'heures, voire quelques jours, si ce n'est plus, pour valider la conformité. Donc pour des modèles qui sont déjà robustes, ça peut aller super loin. Pour le calcul de structure, ce qui est intéressant, c'est que là, on touche directement à tout ce qui est continuité numérique. C'est-à-dire que entre la CAO modélisée et puis le calcul, c'est très rare en fait encore d'avoir une vraie continuité numérique en disant bah tiens, je pose ça dans ma conception, je fais un calcul et le résultat va me faire itérer la conception. En général, ça passe par j'observe, je change ma valeur, mais j'ai pas, c'est resté que dans la tête de la personne pourquoi on l'a fait. Donc rien que d'avoir les informations, de les extraire et de les lier, ça va donner un avantage supplémentaire. Et l'autre partie, si on va encore avant ça, qui est dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que quel est le lien vis-à-vis du cahier des charges. C'est-à-dire que très souvent, en simulation, si on veut cette partie itérative, c'est qu'on est en train de chercher un peu le détail, on n'est pas encore au clair sur ce que le produit est capable de faire, et donc on vient affiner le cahier des charges et donc la documentation. Et là, on est capable de lier justement tous ces aspects documentaires sans avoir besoin de logiciels qui sont inabordables pour des PME, quoi. Donc j'espère, Jean-Christophe, ça répond à ta question. Alors, autre question, est-ce que lorsque tu pilotes des réunions de travail, les participants acceptent sans souci d'être enregistrés pour conserver le cheminement de la prise de décision et Alors, alimenter le lien? je vais te donner un truc rigolo, Pascal, pour la question. Donc, ça, c'est un petit appareil enregistreur là qui est pas plus gros qu'une carte de crédit. Et ce qui est super rigolo, c'est rien que quand les gens ils voient ça, ils ont envie de se prêter au jeu. Donc ça, c'est la partie rigolote. Et c'est beaucoup moins gênant ça que d'avoir, tu sais, comme en visio, un participant supplémentaire en disant moi, je suis l'IA, je suis l'assistant, je prends des notes. Ça, en général, ça choque un peu plus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis même pris un serveur dans lequel j'ai mon module qui fait de la visio, donc je ne dépense pas de Teams. Et en fait, je dis, bah, tiens, c'est chez moi, ça passe pas par un des serveurs américains ou quoi que ce soit, et je vous envoie le compte rendu à la fin. Quand c'est donné par une forme de valeur ajoutée, c'est intéressant. Et quand, tu vois, pour moi, le vrai frein, c'est elle va où m'a donné, ça va où ce que je vais dire. Mais pour l'enregistrement en tant que tel, j'ai eu zéro refus jusque-là, quoi. Mais je pense D'accord. qu'on a des choses à sécuriser. Bon. Alors, autre question. Souvent, on n'a pas le temps de faire de séquentiel entre proto, essai, validation et passage en vie série. Ces aspects sont traités en parallèle. Le problème est souvent un manque de formalisme des process. Alors, Alors, complètement. Alors, le ah, formalisme des process, déjà, soit on peut en avoir pas du tout assez, soit beaucoup trop, en disant il faut qu'on pense à chacun des détails et dans quel cas de figure on est. Et puis, en fait, là, pour aller plus vite, pour les spécificités de ce projet, etc., on n'a qu'un seul sous-traitant qui peut réussir à faire ça. Est-ce qu'on est obligé de passer l'appel d'offres? Enfin, il y a plein de cas dans lesquels, des fois, on a besoin de plus de formalisme et des fois, on aimerait s'en affranchir. Ce qui est super intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que si on a une modélisation, elle peut nous servir de base pour savoir où est-ce qu'on va et est-ce qu'on est vraiment pertinent, est-ce qu'on a vraiment compris chacune des étapes. Parce qu'encore une fois, euh, moi, je suis rarement en train de me dire, ah, c'est quoi exactement mon process de réflexion avant que je fasse la tâche. En général, je fais la tâche, puis je fais le process, et en fait, j'en oublie plein en cours de route. Donc, même si on met un maximum d'efforts pour formaliser, je trouve on a beaucoup de pertes au feu. Là où c'est super intéressant, c'est que si on fait que enregistrer sans avoir de process formalisé, on peut demander à l'IA d'aller détecter les éléments. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, j'ai ça comme process, trouve-moi les écarts. Et en fait, c'est très rigolo. C'est formalise-moi un process qui donne une consigne très différente de voici un process que tu as formalisé, est-ce que tu peux trouver des écarts? Et troisième chose qui peut être rigolote, c'est vu que j'ai tout enregistré, est-ce que tu peux me rejouer le passé avec ce process, mais en simulé? C'est-à-dire que on va faire comme si tu es forcé de respecter les étapes et on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Et on peut même avoir d'autres modèles d'IA qui vont être un peu plus créatifs, ou en tout cas qui vont suggérer des voies, en disant, ben, voilà la prochaine étape, est-ce que c'est ça que tu aimerais faire ou est-ce que tu penses qu'on pourrait faire autrement? Et on peut analyser avec ça, est-ce que l'IA irait pas suggérer des voies d'amélioration du process? Parce qu'en général, les IA sont quand même optimisées pour consommer le moins de tokens possible. Donc elles cherchent à prendre des raccourcis. Et donc ça peut être très intéressant pour voir où est-ce que nous, on est sous-optimal ou à quel moment, en fait, on est conscient on sait que c'est pas optimal, mais en fait, ça vaut la peine pour des questions de conformité, etc. Donc, ce que je trouve rigolo, c'est que
On a l'avantage côté industrie d'être quand même assez bien formé aux process, aux normes, aux exigences. Donc ça veut dire qu'on n'a pas envie de prendre le sujet de travers en mode c'est bon, je balance tout dans l'intelligence artificielle et je ferme les yeux, je fais une confiance aveugle. Mais on a quand même un héritage du passé qui fait dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, alors qu'aujourd'hui on a des outils qu'on n'avait pas au préalable et on pourrait complètement changer de façon de penser pour y arriver. Je repense à des choses, tiens, je vois Patrick là qui est dans la réunion, pour des produits quand on fait de l'analyse technique fonctionnelle ou de la spécification géométrique, etc. En général, tout ce qu'on a, c'est basé sur des fichiers Excel que des gens assez fantastiques ont créés il y a 20, 30, 40 ans. Parce qu'en fait, c'était tout ce qu'on avait, les fichiers Excel. Quand on veut valider ce qui se passe tout au bout d'un mécanisme et qu'on a seulement comme outil des torseurs de petits déplacements, bah, c'était parce que c'était le seul outil mathématique qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on en a d'autres. Et la question, c'est lequel des meilleurs outils pour résoudre telle ou telle problématique. Donc, je pense que le manque de formalisme, il n'est pas si critique que ça. Forcément, si je reprends uniquement de la documentation déjà écrite, je ne peux pas maîtriser le process. Mais si je commence à essayer de documenter mon quotidien, même de façon parcellaire, on va être capable d'identifier des trous dans la raquette, de commencer à modéliser des process sans même avoir conscience qu'on le fait. On peut même dire, tiens, sur ce projet-là, on a eu tel problème, comment ça se fait qu'on l'a loupé par rapport à toutes les autres fois. Et donc, en agrégeant de la donnée, on commence à approcher cette problématique-là complètement différemment. Alors, une question, donc moi je suis un novice, hein. Euh, donc en fait j'ai l'impression que l'IA fait pas mon boulot, quoi. Bon, par contre, en fait, ça m'empêche de m'endormir. C'est un système qui me pousse dans mes retranchements en quelque sorte. C'est-à-dire, en Mhm. fait, si je comprends bien, ta méthode, c'est je fonce, j'y vais à l'intuition, et paf, l'intelligence artificielle me dit, écoute, attention, là, tu as oublié ça, tu as oublié ça, tu as oublié ça, quoi. Donc c'est un peu comme ce que je disais, moi je connais un peu le développement de logiciels. Donc maintenant, le développement de logiciels, ce qui s'est développé, c'est qu'on a mis des batteries de tests énormes, ce Mhm. qui permet à n'importe qui quasiment de programmer. Parce qu'en fait, tant que ça passera pas les tests, bah, ça ne marchera pas. Donc du coup, on peut avoir quelqu'un d'un peu limité aux commandes. Donc là, finalement, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle me dit pas ce qu'il faut faire, mais elle me dit ce qu'il faut pas faire, quoi. Est-ce que Alors, j'ai compris ou pas? elle peut faire les deux. En fait, elle Ouais. va te donner ce qui est le plus probable. Donc, Mhm. si tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire, elle va dire bah, probablement c'est ça et ça. Donc, déjà, on n'a quasiment aucune chance d'avoir de l'innovation à l'intérieur de la réponse. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Eh ben, on va te donner des règles de base, mais ça ne veut pas dire que on va pouvoir découvrir la moindre erreur. Et moi, quand je me suis intéressé au sujet la première fois là-dessus, c'était comment ça se fait que ces modèles-là me donnent des réponses différentes à chaque fois que je pose une question. Alors que très souvent, enfin, quand je veux m'amuser avec ce problème-là, je fais en sorte qu'il n'y ait qu'un seul résultat possible. Et en fait, la façon de fonctionner, c'est que je fais rentrer du texte et ça me donne le texte le plus probable en sortie. J'ai aucune garantie. Ça freine 8 fois sur 10. Les deux autres fois, eh ben, tant pis, ça va pas freiner. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est ce on appelle des guardrails. C'est-à-dire qu'on fait de la prière, markdown. Donc, c'est le format d'échange en disant s'il te plaît, chéria, fais pas d'erreur. Ou bien, s'il te plaît, fais en sorte de ne pas générer un bug supplémentaire. Ou, s'il te plaît, respecte les règles que je t'ai mis dans cette documentation-là. Mais on espère que ça marche, hein, mais il n'y a aucune garantie que ça va réussir à le faire. Donc typiquement, quand on a besoin que ça respecte le process, il faut qu'on la force en disant tu ne peux utiliser que cet outil-là et je veux que j'ai ce résultat-là en sortie. Et on peut en avoir une autre qui vérifie est-ce que celle-là vraiment fait, par exemple. Donc là, on peut vraiment commencer à la faire rentrer sur des rails, mais il faut vraiment le maîtriser. Ce n'est pas une confiance aveugle dans le système. Et donc si tu pousses ça encore plus loin, c'est-à-dire que plutôt que de juste avoir un modèle qui génère du texte, c'est qu'on commence à avoir un modèle qui doit connaître et qui doit respecter un process. C'est-à-dire que l'intérêt de la couverture de tests que tu décris, c'est que les tests, ils passent ou ils passent pas, mais ils sont déroulés et eux, ils sont déterministes. Tandis que ces modèles-là, ils ne sont pas du tout déterministes. Donc, tu vois, par exemple, il y a 10 jours, hein, demain, ça fera 2 semaines, Mistral vient de sortir les workflows. Et en fait, c'est justement cette partie-là. Donc, ils mettent surtout pas ça en open source parce que c'est ultra critique justement dans l'utilisation. C'est en disant comment est-ce que, quel process, comment j'ai défini, comment je définis mes conditionnels, comment je garantis mes résultats, etc. Parce qu'on a besoin de ces types de tests à chaque fois.
bien malin celui qui pense qu'il peut réussir à s'en affranchir. D'un côté, il y a la course à celui qui dit je vais faire un modèle surpuissant qui va être encore meilleur que toutes ces règles-là, mais à quel prix et avec quel coût derrière, quel prix pour y arriver et quel coût à l'usage. Et puis ensuite, on a fondamentalement, il y a des choses qui fonctionnent super bien depuis des dizaines d'années. On n'a pas besoin de la réinventer, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que nos nouveaux outils se plient aux exigences qui elles, n'ont pas changé. D'accord. Donc en fait, il faut quand même une sorte de psychologie de l'intelligence artificielle, quoi. Il faut comprendre ses comportements. Complètement. Mais pour le coup, faut vraiment, enfin, ça reste un outil. Donc, c'est-à-dire, c'est un outil, il faut comprendre ses limites. Faut comprendre les gros avantages, quoi. Tu vois, typiquement, si tu veux, quand je demande à l'IA de me développer une partie de logiciel, je dis pas fais-moi ça. Je dis voilà l'objectif. C'est quoi les architectures possibles? Dans les architectures, c'est quoi les différents modules? Ok, spécifie-moi les tâches. Et maintenant, mets-moi un score pour spécifier cette tâche. Sauf que ça, à chaque fois, je les donne à des agents qui sont spécialisés, parce que chacun, c'est son job. Et par exemple, donner une note, c'est beaucoup plus simple, et ça demande un modèle beaucoup plus petit que le modèle qui va réfléchir à de l'architecture complexe. Donc oui, D'accord. il faut. Et même des fois, tu peux avoir un modèle euh, le plus puissant, à quel on va donner une tâche trop simple, et en fait, il est incapable de donner une réponse simple, parce qu'il est entraîné à aller réfléchir, tout remettre en question, etc. Et c'est là où on va créer des problèmes. D'accord. Très bien. Alors peut-être une dernière question. Alors, quelle garantie a-t-on que l'IA ne présente pas de maladie psychiatrique? La première Aucune. question. Et puis la deuxième, c'était en 60 ans de CAO, on n'a toujours pas réussi à développer de véritables outils de conception. Pourquoi l'IA serait-elle à même de changer la donne selon toi? Voilà. Alors, je suis très intéressé de discuter de pourquoi tu dis qu'on n'a toujours pas de véritables outils de conception, mais si tu parles des mêmes frustrations que j'ai exprimées, je te rejoins complètement. Euh, je pense il y a un moment donné, il y a des tâches qui sont à un degré de complexité tel qu'on a besoin d'être une grosse structure. Tu vois, par exemple, le sujet là, des modèles neurosymboliques. Ça nécessite forcément de la R&D, ça nécessite forcément de passer par des thèses. Et en fait, aujourd'hui, j'ai aucune PME qui peut s'attaquer à financer ce type de thèse. Moi, je peux pas aller attaquer le sujet tout seul. Enfin, il faut que je me mange, il faut que je fasse mes prestations, etc. Donc, forcément, c'est des choses qui vont s'adresser à des gros groupes. Et ces gros groupes viennent avec une forme d'inertie. Et une fois que le produit existe, on traîne une dette constante, quoi. C'est-à-dire même... euh, est-ce que tu as déjà vu souvent des gens qui font quelque chose depuis 30 ans et il y a une nouvelle pratique, un nouvel outil qui vient tout remettre en question? Est-ce que c'est facile de se remettre en question en disant c'est pas qu'on avait tort depuis 30 ans, bah, il y a quand même une bonne partie qu'il faut qu'on revienne sur tout ce qu'on a avancé, quoi. Donc ça, c'est très très dur de faire tourner le paquebot. Par contre, euh, pour avoir fait cette partie développement logiciel, franchement, on travaille entre 10 et 60 fois plus vite. Et là, j'ai chiffre à l'appui hein, pour réussir à le faire. On peut générer beaucoup plus d'erreurs que ça, mais en fait, on a rendu la commodité beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait beaucoup de solutions open source qui arrivent à émerger, qu'on soit plus dépendant uniquement de ces formats propriétaires où tout le monde se fait la guerre, a tout intérêt à garder son précaré, à avoir des personnes qui sont, enfin, comment dire, faire du vendor lock-in, à forcer les utilisateurs à être dépendants de leur solution, de jamais aller voir un concurrent, etc. Ça, je pense que ça a été des freins qui étaient vraiment gigantesques. Tandis que si on est obligé d'ouvrir sur de l'interopérabilité, qu'on a des systèmes qui permettent de connecter des choses qui n'ont jamais été connectées auparavant, ça peut vraiment changer la donne. Mais il va falloir des personnes qui ont de l'ambition, parce que on est quand même sur les mêmes degrés de complexité de création de ces outils. Si j'ai quelqu'un qui veut aller créer un nouvel outil de CAO, il est parti pour 10 ans. Je ne sais pas si tu es allé voir, il y a un nouvel outil qui s'appelle Zoho.dev. Et eux, ils font une nouvelle infrastructure pour de la conception CAO. Donc forcément, bah, c'est américain. Mais eux, c'est super intéressant parce qu'ils essaient de prendre le meilleur du développement logiciel pour l'intégrer dans la partie conception 3D. Ils ont une vraie vision là-dessus, mais ça reste des développeurs. C'est pas encore des personnes qui vont fabriquer, toucher de la pièce, de la matière. Donc il y a déjà un biais en fait dans la façon d'approcher le sujet. Puis de l'autre côté, tu as ceux qui vont dire bah tiens, filez-nous toutes vos données et j'ai une IA, je lui demande fais-moi un drone quadricoptère qui sait soulever 20 kilos et c'est bon, ça va sortir le bon drone tout de suite quoi. Et en faisant fi de toutes les complexités internes. Donc il y a des bonnes idées et c'est des approches qu'on ne pouvait pas du tout avoir auparavant. Et ça, je pense que ça peut changer la donne. Mais il faut qu'on ait un œil sur la partie matérielle et réalité.
Bien, merci beaucoup. Donc, on est arrivé à la fin de notre séance. Voilà, donc c'était passionnant, hein. Je pense que c'est un sujet Cool. qu'il faut approfondir. Merci beaucoup et merci à tous. Et à bientôt. Merci. Donc, dans 2 semaines, on parle IA, silo et cybersécurité. Voilà. À bientôt. Au Ciao. revoir.